Salut les amis, bienvenue sur Plus fort à deux. Aujourd'hui, on aborde un de mes thèmes préférés, l'enfant intérieur. Quand la maladie chronique s'installe dans le couple, elle peut effectivement réveiller des peurs anciennes, la peur d'être abandonné, de pas être assez bien, de pas être aimé parce qu'on est faible ou trop dépendant. Ces peurs, elles viennent directement de notre enfant intérieur, cette partie de nous qui porte encore les blessures de l'enfance. Celui qui est malade, il peut se sentir coupable ou honteux comme un petit enfant qui dérange. Et celui qui aide, lui, peut se sentir submergé, en colère ou épuisé, comme s'il devait sauver tout le monde. Aujourd'hui, on va découvrir comment réconforter et guérir cet enfant intérieur, à deux, pour transformer la façon dont on traverse la maladie, avec moins de conflits, plus de compassion et une connexion plus profonde malgré la souffrance. L'enfant intérieur, c'est cette partie sensible au niveau émotionnel, qui vit en nous depuis toujours et qui a gardé les mémoires de certaines blessures du passé, d'enfance quasi essentiellement. Quand l'enfant blessé reprend du pouvoir, en tout cas et a une place trop importante, bah, c'est là que sur un plan émotionnel, on ne se contrôle plus, on a vraiment du mal à maîtriser ses émotions. Quand on parle de l'enfant intérieur et de ses blessures, on parle principalement de 5 blessures, à savoir la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Ces 5 blessures-là, généralement vécues, tôt dans l'enfance, en relation avec nos parents. Alors un des 2 parents ou les 2 parents, bon ça c'est on vous donnera davantage de détails sur tout ça dans d'autres, podcasts parce que ces notions-là sont vraiment très intéressantes et très importantes dans notre fonctionnement. Elles mettent en lumière vraiment de manière assez parlante, les réactions parfois, décorrélées de notre fonctionnement d'adulte. Mais en même temps, c'est cet enfant intérieur-là qui nous dirige, qui nous contrôle, en tout cas émotionnellement. Oui, c'est ça. Lorsqu'il y a de la peur, quand on est face à une situation que l'on ne maîtrise pas ou plus, bah, évidemment, certaines peurs, certaines blessures ressurgissent et quand on a perdu le contrôle, bah, c'est souvent là que dans le couple aussi, on va avoir certains conflits, bah, notamment lorsqu'on parle d'enfants blessés à enfants blessés, quoi. Il y a plus de discussion logique sensée, on parle effectivement de blessure à blessure, qu'une disproportion parfois, dans les réactions, dans les mots que l'on va dire, c'est souvent ça aussi. Bah, c'est ce qui est assez caractéristique de l'enfant blessé. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce genre de situation où on se dit de manière rationnelle: «Je comprends tel et tel problème» ou «Je comprends que telle personne ait réagi comme ça». Mais à l'intérieur, j'arrive pas à passer au-dessus, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça, mais je peux pas m'en empêcher. Et donc ces blessures-là finalement alors, on les développe ou pas selon notre vécu pendant l'enfance. Mais elles disparaissent pas et comme tu le disais tout à l'heure, elles vont nous guider, nous accompagner selon aussi notre niveau de compréhension un petit peu, mais elles seront toujours présentes, même si on les comprend, même si on les a analysées. Elles resteront souvent Ah bah oui. primaires dans notre fonctionnement. On apprendra à les lire, à les détecter et donc à réagir différemment. Et même de plus se rouler par terre. Enfin, moi, ça m'arrive encore de temps en temps, dans la grande surface, de me rouler par terre, Mais je trouve ça, pas mon pot de ketchup. avec ta taille, ça va être sympa. Mais ceci dit, c'est vrai, cet enfant est enfermé dans un corps d'adulte. Donc forcément, ça va prendre un aspect souvent plus contenu et à la limite, ça serait beaucoup plus simple à vivre si d'un coup d'un seul, on poussait une gueulante, on pleurait ou une colère et puis hop, l'émotion, elle sort et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Sauf que nous, en plus de ça, ça reste dedans, on réfléchit, on ne comprend pas pourquoi on ressent ça, donc on culpabilise et puis c'est clair que, bah, quand ça sort, en tout cas en couple, voilà, le gros des disputes de couple, bah, c'est effectivement qu'on a un besoin, souvent un besoin d'enfant qui n'a pas été, entendu Les et voilà et qu'on va surréagir vis-à-vis d'une situation et c'est en ce sens-là que la maladie vient, piquer un peu notre enfant intérieur et je parle facilement de moi là-dessus puisque comme Sylvain l'a dit, hein, ce sont des choses, nous, qu'on a décortiquées dans notre couple, il y a plusieurs années de ça pour essayer de mieux vivre aussi, chacun de chaque passage. Mon enfant intérieur avait l'habitude d'être solide. Normalement, mon programme, c'est: «Tu es solide, tu es forte, on peut compter sur toi, tu es toujours là et ton mental, une fois qu'il a dit feu, c'est feu».
on y va et même L quelque part, le fait d'être aimé était associé à ça. C'est-à-dire que si on m'aime, c'est bien parce que je suis solide, utile et qu'on peut compter sur moi. Donc imaginez-vous le moment où on ne peut plus compter sur moi, où je ne suis plus utile et ben, ça devient, en fait, tu n'es plus digne d'amour. Bah, oui, de mon côté, on va dire que ça s'est passé, différemment, plus sur le concept de l'injustice. Mon enfant à moi a une considération assez juste des choses, assez, action-réaction, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien, tu dois t'attendre à quelque chose de bien et inversement. Et là, là, c'est comme si c'était tout le contraire tout d'un coup. Il y a une part d'incompréhension, une part de: «Mais pourquoi ça t'arrive à toi? Heu, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Mais c'est pas juste» et puis, bon, toute la manière dont ça se passe parce que je vois que tu fais des efforts, je vois que voilà, mais ça a cassé tous les codes de cet enfant intérieur qui, pour le coup, se roulait par terre, dans le rayon, Et c'est ce qui peut être aussi insécurisant parce que quand tu as toujours eu un certain schéma, alors ça veut dire qu'on peut tout faire bien et récolter quand même malgré tout, de la bouse. Et oui. donc ça oui, ça peut être quand même déconcertant. Ça l'est, mais après c'est, avec le recul, c'est le recul assez rapide. Ça reste une problématique, on va dire d'enfant gâté. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pas connaître de traumas importants dans mon enfance, qui font que j'ai été épargné de tout ce genre de remise en cause-là assez tôt, comme ça peut être le cas malheureusement pour plein d'enfants. Commencer par toi où voilà, effectivement, j'ai pas vécu les mêmes choses que toi dans l'enfance, dans l'adolescence et donc j'ai pas eu cette remise en cause rapide, de la justesse, Mmh. de la justice dans la vie. Oui. Oui, forcément, c'est déstabilisant. Encore une fois, même si idéalement, les comparaisons, ça faut éviter d'en faire, ça mène pas à grand-chose, mais comparativement à ce que la manière dont vivaient les autres autour de nous, on était, des gens assez soft. 5 façons pour toi dont l'enfant intérieur peut alourdir le couple. Moi, une des premières façons, je dirais, peut-être, c'est, dans les schémas de dépendance. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans beaucoup de couples. Alors, moi, je le vois pour le coup pas mal à l'extérieur dans mon travail où je vois les fonctionnements aussi des autres et voilà, c'est vrai que dès qu'on intervient à domicile, c'est vrai que ça, on repère un peu les schémas de dépendance et c'est quelque chose qui est très difficile de tu le dis souvent, de pas mettre entre les mains d'une autre personne sa confiance, son bien-être et tout ça, mais ça, la dépendance, du bonheur, du bien-être dans les mains de la personne avec qui l'on vit, c'est quelque chose qui peut être très délétère. L'enfant intérieur, on le voit aussi beaucoup dans les réactions, parfois disproportionnées, effectivement, quand, on pète un câble et qu'on Ouais. crie et qu'on veut plus entendre raison et qu'on accuse et voilà. Là, il y a plus forcément de bon sens. Il dépasse des fois la pensée parce que c'est une escalade vers, celui qui parlera le plus fort, celui qui dira la chose la plus blessante de façon à ce que l'autre s'arrête. Pour le couple, effectivement, ça peut être toxique, mais on repère vite la présence de cet enfant-là parce que ça peut limite être puéril des fois comme réaction en plus, hein. C'est pas alors des fois ça peut être toxique au sens «méchant» entre guillemets, et des fois c'est aussi enfantin, c'est aussi, des larmes ou des sanglots et un repli sur soi. Il y a vraiment des cas dans lesquels on voit cet enfant transparaître quand même. Il y a autre chose, c'est, la difficulté parfois à demander ou à recevoir de l'aide. Toi, tu te parlais de cette, capacité à être forte, à quand tu veux, tu peux, tu fais les choses par toi-même et tout ça. Le fait d'accepter d'être, aidé, le fait d'accepter de recevoir de l'aide ou de la demander. Alors la recevoir déjà, c'est naturel, c'est pas facile de dire: «J'accepte que l'autre m'aide», sans avoir rien demandé. Ouais. Mais alors en plus demander de l'aide à l'autre, là, Ouais, c'est dur. C'est jusqu'à maintenant, pour moi, ça, c'est quelque chose qui j'essaye, hein, non, je trouve que c'est un peu mieux, tu progresses. mais non, c'est pas sérieux. Non, je suis sérieux. Si c'est quelque chose que tu cherches pas à soigner, c'est quelque chose qui peut éloigner. Ah oui, imagine si, tu refuses systématiquement toute aide, quelle qu'elle soit, que ça soit, dans, l'aide matérielle, l'aide financière, l'aide, thérapeutique ou autre. Si, le fait de demander de l'aide, c'est perçu comme quelque chose de faible, Mmh mh.
tu te fermes et tu t'enfermes dans un Ah bah, tu te manipulateur. fermes dans une spirale qui est pas positive. C'est vrai que moi, là où j'ai plutôt du mal à demander de l'aide, là, c'est plus, bah, sur les choses de la maison, prendre une panière, tu peux m'aider à soulever ça, tu peux m'aider c'est vrai que je vais le faire une fois, 2 fois et puis la troisième fois, je vais porter parce que ça va me gonfler, quoi. C'est vrai que c'est ce côté un peu bourrin que j'ai gardé. C'est toi qui l'as dit. Oui, voilà, c'est ouais, on essaie, on s'améliore, on s'améliore. Oui, je vais en rajouter une quand même parce qu'on dit souvent qu'on fonctionne en miroir, mais Heu, des fois, les reproches que l'on fait à son partenaire de vie, en disant: «Bah, tu es trop dur avec moi» ou c'est très souvent à l'image de la façon dont on se traite. Donc si je suis dure avec moi, je vais souvent trouver que la personne en face est dure avec moi. Si je ne me prends pas le temps d'écouter ou de me comprendre, on va dire l'autre va dire: «Bah, oui, oui, tu me comprends jamais» ou tu c'est souvent un effet miroir finalement. Je projette dans l'autre ce que je ne me donne pas. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on voit assez souvent et d'ailleurs quand je suis en consultation et que j'entends un certain nombre de reproches, ça me donne tout de suite beaucoup d'indications sur la façon dont la personne elle-même va se traiter. Parce que, une personne qui va me dire systématiquement: «Mais il ne me fait pas de place, il m'écoute pas, il a pas de respect pour moi», je sais très bien que c'est quelqu'un qui se traite, comme ça la plupart du temps. Il y a des petites choses qui nous font percevoir la présence de l'enfant à l'intérieur et pourquoi aussi on a décidé d'aborder ce sujet-là parce que finalement, la douleur, la maladie, c'est déjà souvent une source de tension dans le couple. C'est vraiment un levier important pour accueillir ses émotions, pour se comprendre, pour accueillir les émotions de l'autre. À partir du moment où je vais accueillir l'enfant blessé en moi, je vais pouvoir accepter aussi la présence de cet enfant-là chez mon partenaire. Et de manière concrète, la présence de cet enfant-là dans le couple où il y a une personne, malade, se vérifie aussi souvent par la colère. On en a parlé au troisième épisode, mais cette colère-là, je disais moi dans cet épisode que derrière cette colère-là, il y avait de la peur de perdre le contrôle sur mon corps, la peur d'être, coincé ad vitam aeternam dans un corps qui dysfonctionne. Cet enfant-là va nous faire réagir, par exemple pour la colère, en disant, «Bah, tu veux que je t'aide ou tu veux que je t'aide à porter ça?» et je vais dire: «Non, non, laisse-moi, je peux me débrouiller toute seule, c'est bon, arrête de me demander tout le temps si j'ai besoin d'aide» et derrière ça, c'est aussi la peur de se dire: «Bah, je suis un poids pour lui. Je suis un poids pour lui et par conséquent, j'ai peur qu'il s'en aille ou j'ai peur qu'il m'abandonne si je deviens un poids trop lourd» et faut pas s'arrêter juste à la colère. Si on s'arrête à la colère, que ce soit pour le partenaire ou pour la personne qui était en colère, on va juste se dire: «Ben, tu chiante, t'as encore poussé une gueulante, tu fais que râler», OK. Mais qu'est-ce qu'il y a encore un étage en dessous? Et il y a des étages, hein, je peux vous assurer que des étages, on peut en détricoter quelques-uns et là, c'est vraiment aller chercher dans le concret de: «OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?» Non, bah, bien sûr, moi j'ai pas de mal à ce que tu m'aides, mais en fait, j'ai peur que si tu m'aides trop et trop souvent, que le poids que je représente pour toi, bah, te pousse un jour vers quelqu'un d'autre ou à me quitter. Donc j'ai peur que tu m'abandonnes. Cette phrase-là est plus facile à entendre pour le partenaire que juste, «Qu'est-ce que tu as à me demander tout le temps de l'aide, machin? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Bah, tu me fatigues, arrête de me poser la question». Et puis du coup, de l'autre côté, quand on vit avec, certaines, blessure d'injustice ou de rejet, cette colère-là, elle va les réactiver en disant: «Bah, attends, moi je te propose de l'aide, tu me renvoies, balader. Donc en termes d'injustice, là, on n'y est pas. Je mets à Tu me distance. mets à distance là où moi je cherche à créer une forme de proximité». Donc c'est vrai que ça peut créer et une nouvelle blessure et une «réponse violente» entre Aussi guillemets. ouais, ouais, Voilà, assez vive aussi parce que ça vient te piquer là où tu as déjà cette sensibilité-là. voilà, ça réactive ces douleurs-là, ces blessures-là. Donc c'est là où effectivement, faut arriver à ne pas prendre ce qui est dit ou cette colère-là pour argent comptant. Mmh. Heu, alors ça arrive pas systématiquement, ça arrive pas du premier coup mais ça fait partie de la lecture et puis notre propre lecture à dire: «Bon, bah, OK, ça, cette réaction-là risque de créer ça chez moi». Je prends un peu de distance par rapport à ça et du coup, j'entends sa colère. Maintenant cette colère-là,
j'en suis pas forcément responsable. Proposer de l'aide, est-ce qu'effectivement derrière la proposition, il n'y a pas un autre besoin? On peut peut-être proposer de l'aide en voulant créer un lien et si à ce moment-là, tu viens en disant: «Bah, écoute, est-ce que là je peux faire telle ou telle tâche avec toi? Je sais que tu es occupé». Mais en parlant du lien directement, ça peut aussi, être Oui. mieux perçu que: «Est-ce que je peux t'aider?» Oui, oui, l'aide va être un vecteur, c'est plus le besoin de relation, de lien derrière qu'il faut exprimer. Absolument. Ça peut, alors c'est pas systématique effectivement, si à l'instant T, il y a une panière que je te vois ramasser effectivement en forçant sur ton dos, je vais peut-être pas Ouais. bien le prendre. Mais effectivement, peut-être il y a un moment donné où il y a une forme d'impuissance pour les dents, et c'est difficile à vivre et puis, on sent que ça éloigne, qu'il y a de la distance parce que face à la personne qui souffre, on se sent vraiment inutile et donc voilà, on peut être un peu insistant et lourd parce qu'on ne sait pas trop comment, faire, dire et effectivement, peut-être vaudrait mieux exprimer ce besoin de lien quelle qu'en soit la réponse derrière, plutôt que de présenter sous le versant de l'aide. Donc à partir de là, on peut mutuellement se rassurer en se disant: «Bah, non, mais écoute, le lien est là, on sait qu'on s'aime, il y a pas de problème. Là, j'ai un peu mal, je suis un petit peu enfermée dans mon truc, t'inquiète pas, mais tout à l'heure, on se prend un café tous les 2. En fait, le tout, c'est d'arriver à se rassurer aussi sur, nos questionnements et nos failles et puis rassurer cet enfant-là en nous, même si je reviens à mon côté, sous-traitance, même si, je pense que on doit commencer à rassurer cet enfant-là, nous directement. Je vais pas attendre que tu viennes rassurer cet enfant-là. Je vais, dire: «OK, je vais me poser, bah, tu vois, je me sens un peu à cran là parce que je suis pas bien en ce moment. Je sais que Sylvain est fatigué, j'ai peur que ça lui fasse trop, quoi» et voilà et c'est arriver à se poser avec cette peur-là, arriver à rassurer l'enfant, mais aussi arriver à se dire: «Mais Sylvain, il est souverain dans ce qu'il me dit, dans son aide, dans tout ça et s'il me dit qu'il peut le faire, bah, je vais lui faire confiance, plutôt que de dire: «Non mais tu es sûr? Non mais tu es sûr? Non mais tu es sûr?» tout le temps. En fait, il y a différentes façons, je mettrai aussi la méditation de l'enfant intérieur, mais il y a différentes façons de se reconnecter à cet enfant, de l'écouter et de le rassurer. Souvent, la plupart du temps, rien que le fait déjà d'écouter et de valider son émotion en disant: «Bah, je comprends là, par exemple, que tu aies peur, j'entends ta peur ou j'entends ta colère» ou «OK, tu as le droit d'être en colère», ça va déjà désamorcer une grosse partie de la tension. C'est u l'émotion a souvent juste besoin d'être entendue, la plupart du temps. Pour soi-même, tu veux dire, hein? Tu parles pas Oui, pour oui, pour soi, ah chose bah, pas pour absolument, l'autre. pour soi. Oui, La oui, première chose, c'est c'est de le faire pour soi. pour son enfant intérieur, effectivement. C'est comme une part de nous, la part, émotionnelle, réactive un petit peu, au Mmh. fond de nous. Celle qui, on le disait, est primaire, dans le ressenti, dans la réaction. Souvent, on voit le côté, lourd. Quand on se déconnecte à l'enfant, souvent, on va lui refuser et on va se refuser le ressenti de certaines émotions, mais on va aussi se refuser la joie, la légèreté, le côté enfantin, le côté où on va rire de certaines situations. La maladie, elle, a tendance à alourdir considérablement le quotidien. Retrouver de la connexion à cet enfant-là, c'est reprendre un peu de légèreté, un peu de rire, un peu d'autodérision, un peu de joie malgré tout et ça ne peut qu'être porteur pour le couple parce que finalement, encore une fois, ça va aider à sortir la maladie du cœur du couple. Ça va la pousser sur le côté et puis on va retrouver un peu de rire, d'émerveillement, enfin de tout ça, oui. Ouais, c'est la remettre à sa place, de tiers, effectivement, puisque quand elle arrive, souvent, elle arrive, fortement, elle impacte beaucoup la conscience, la discussion, la préoccupation et tout ça. Mais effectivement, il y a le reste de la vie et ça, c'est cet enfant intérieur joyeux qui peut permettre de de la vivre. Oui, c'est ça, de supporter aussi le quotidien. Si on a que le côté lourd, ça va être un chemin de croix, quoi. Alors, je trouve que pour le coup, on a quand même pas mal gardé ça, nous. Alors, on a un côté peut-être toi, tu as un côté trop enfantin. Pas du tout. Oui.
On a non, non, on a gardé on a pu garder ça où effectivement, quand on peut, jouer, rigoler, on a le sport quand même qui est là quand on peut, faire du basket et que je peux te mettre un shoot sur la tête, voilà, on le fait, en tout ensemble mesure. Quand tu dors, que tu fais des rêves. En tout cas, ouais, on a gardé quand même ce côté-là et je pense que ça a pu nous sauver dans les moments compliqués, Oui, parce que tu as aussi réussi. Moi, de moi-même, j'aurais peut-être été plus grave parce que c'était pas moi directement et j'aurais pas su, comment gérer, le niveau de douleur ou l'impact que ça avait, sur toi. Donc, c'est de par ta gestion des choses que, tu nous as permis de garder cette légèreté-là, de rire de tout et de voilà, même si, il y avait des limites. Pour moi, quand il y a déjà une période compliquée et que là-dessus, tu vois, je te disais souvent, quand c'est dur et puis, bah, que le soir, on dit quoi? Ben, ouais, on va faire des coquillettes et du jambon, on mange les restes et puis on se lave les dents, on va se coucher. Là, ce genre de truc a pété un câble, quoi. Enfin, moi, honnêtement, au bout d'un moment, je coule au fond. Alors qu'effectivement, à ce moment-là, c'est peut-être contre nature, mais un moment difficile ou une mauvaise nouvelle, on ouvre une bouteille, on se pose, on se fait un apéro, on rigole et c'est pas tant l'alcool parce qu'en fait, moi on n'en boit pas tant que ça, mais le fait de continuer à faire circuler la vie, heu, en nous, la joie en nous, le quotidien et que j'ai toujours refusé que ça soit la problématique centrale quoi, que ça vienne voler. Ça nous a déjà volé pas mal de moments quand même de notre vie et à ça oui, enfin je veux pas laisser ce pouvoir-là à la maladie. Ouais, en fait, tu as entièrement raison là-dessus. C'est-à-dire que il y a le vécu, il y a la maladie en elle-même qui impacte ce qu'elle doit impacter, on va dire, de manière pragmatique. Et après, il y a tous les à côté de la vie. C'est vrai que ça, soit tu restes dans un état plombé par, tout ce que tu te fais comme idée ou tout ce que tu, décides de garder en Mmh. conscience, qui du coup, bah, t'enlève tous les bons moments. Bah, c'est ça. Dans une journée, il va toujours se passer une interaction qui va être sympa, drôle. Voilà, tu as des enfants et à un moment, ils font des bêtises. Bien sûr. Tu vas être obligé d'en rire parce que c'est drôle, mais si tu es plombé par tout l'idée de la maladie, tout ça, tu fais que aggraver la situation. On le voit dans les périodes de guerre où, ça peut pas être un moment heureux, sur le Mmh. principe et pour autant, moi j'ai connu aussi dans mon travail des personnes très âgées qui ont connu des régimes, étrangers totalitaires, Bah tout ça et qui disaient pour autant on arrivait à être heureux de choses simples. oui, c'est ça. On Mais les enfants s'émerveillent d'un rien. Alors des fois, nous, quand on est pressé et que ta fille te dit: «Oh regarde maman la fleur» le matin quand tu es à la bourre à l'école, bon, on a tendance à dire mais en vrai, quand tu reconnectes avec cet enfant-là et quand tu gardes la joie de cet enfant-là, oui, on s'émerveille de rien et on est heureux de rien. Les enfants, même dans les pays, où il y a de la famine, où il y a des guerres, où il y a des choses comme ça, on les voit jouer avec, 2 branches, 2 machins. Mais ils sont toujours à jouer, à sourire. Un enfant, ça joue et notre enfant intérieur garde les mêmes, il a les mêmes propriétés, il a les mêmes qualités. Si on lui laisse la possibilité d'être ça, parce que si on s'associe tout de suite au côté, maladie, on va se dire qu'on est adulte, on est malade, on a une maladie, faut aller voir les médecins parce qu'on est grave et puis si on rigole, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qui nous arrive. Bah si, 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 on est tout à fait conscient, mais ça n'empêche pas le reste. c'est souvent les personnes qui ont eu à vivre le plus de malheur dans leur vie qui arrivent à conserver cette, joie de vivre ou cette capacité à rester léger face Mmh. à de nouveaux événements difficiles. Il y a cet exemple aussi du film, La vie est belle avec Robert Bah oui, Downey, Benigni, bah oui. où il est capable pour, heu, continuer à, alimenter une vie heureuse, à son fils, C'est ça, créer tout un scénario et pour autant c'est le pire endroit où être pour le faire. c'est clair. Mais en fait, ça montre vraiment que, même dans la pire des situations, même si c'est un film, même si c'est voilà, mais c'est le Oui, oui, mais il y en a qui l'ont véritablement fait et qui ont porté un autre regard sur leur situation et je pense que de toute façon
Alors il y a un truc que je répète assez souvent, parce que j'en dis: «Ah bah, dis donc, c'est fou parce que tu as mal, on sait que tu souffres, mais tu es toujours souriante» et je dis toujours: «J'ai essayé de faire la gueule, mais ça a pas enlevé la douleur», donc je me suis dit: «Bon, bah, autant sourire». Mais en fait, c'est fondamentalement ça, c'est-à-dire que si en faisant la gueule, il y avait des vertus antalgiques, bon, Pourquoi pas? pourquoi pas? Mais j'aurais mal pareil, donc autant sourire, autant me Pourquoi tu et d'ailleurs, c'est très souvent ce qui perdure, hein, les émotions. Ce qui fait qu'on retient un événement, c'est très souvent l'émotion ressentie, vraiment le feeling qu'on a eu, là-dedans. C'est très peu les mots, c'est très peu la voix de la personne. On va te dire: «Beh oui, la conférence, tu as retenu quoi de ce qu'il a dit?» Et par contre, est-ce qu'il était drôle, Est-ce que le conférencier, est-ce qu'il nous a fait rire? Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il nous a angoissés? Enfin, c'est vrai qu'on a l'humain, c'est vraiment sa caractéristique première, le ressenti et les émotions et c'est ce qui reste à la fin donc autant préserver ces moments-là autant que possible. Dans le couple, encore plus, puisqu'il y a d'autres moments qui sont moins drôles. Donc tant qu'on peut, préserver des moments, de dérision, d'autodérision aussi, puisque les situations, santé comme ça, eh ben, quand même amènent à des situations qui sont parfois un peu, plus lourde? Bon, nous arrivons à la fin de cet épisode, avec un sujet encore une fois, vraiment, sur lequel on pourrait s'étendre en longueur, qui est vraiment essentiel et bon, comme on le disait, voilà, la maladie chronique ou la maladie en général, quand elle arrive dans le couple, c'est déjà une épreuve en soi et donc l'idée, c'est d'essayer d'alléger un petit peu ça et c'est vrai que lorsqu'on commence à écouter et à consoler cet enfant intérieur qui souffre un petit peu en chacun de nous, eh ben, on va arrêter de lutter l'un contre l'autre de blessure à blessure. On va lutter ensemble, on va vivre ensemble ce moment de vie qu'est la maladie. On va, faire en sorte de, comme on le disait, d'y aménager des îlots un petit peu de légèreté. ouais. Bon bah, les amis, on arrive maintenant à la fin de la première partie de l'épisode puisque comme nous l'avons dit, eh ben, il a été plus long que prévu. On se retrouve dès mercredi prochain pour la deuxième partie de Guérir à 2 l'enfant intérieur dans la relation de couple. Encore un grand merci à tout le monde, prenez soin de vous et à très vite.